On écoute. Ça trouve, il n'y a personne. Cette guerre américaine, ils butent contre l'Iran. Au bout de 40 jours, on s'aperçoit qu'ils n'ont atteint aucun de leurs objectifs militaires. Ils n'ont pas fait plier l'Iran. Et en plus, on s'aperçoit qu'ils commencent à avoir des problèmes dans certaines munitions critiques. Et donc, on s'aperçoit qu'en réalité, cette puissance américaine, elle s'est plutôt affaiblie. Elle est plutôt dans un point bas. Et je ne parle même pas du fait de la trouille d'envoyer des hommes au sol et de prendre des risques. Ce n'était pas le cas auparavant. La chute du régime de Téhéran était imaginée plus rapide. Et que il n'avait pas imaginé, de ce qu'on en comprend aujourd'hui, dans les plans qui avaient été établis avec les Israéliens, le régime, une fois que l'ayatollah, le guide suprême, était tué, le régime allait s'effondrer en quelques jours. Mais n'oublions pas une chose, c'est que cette guerre n'est pas la guerre de cette administration, c'est la guerre de Trump. Il l'a fait contre son vice-président, il l'a fait contre sa secrétaire générale, Suzy Wiles, sa secrétaire générale de la Maison-Blanche, contre les généraux du Pentagone. Et donc, c'est par obstination qu'il s'est jeté à corps perdu dans cette guerre, sans écouter les conseils, pensant effectivement qu'elle ne durerait que quelques jours. Et ce que vous disiez est très juste. Trump est aujourd'hui totalement acculé. Pour la première fois depuis 10 ans, la base MAGA est en train de se détacher de lui, une base MAGA qu'il aurait soutenue, suivie jusqu'en enfer jusqu'ici. Il y a les mi-termes dans quelques mois. Il cherche une sortie de secours à tout prix. Dès le début de la guerre lancée le 28 février, j'affirmais ici qu'il s'agirait d'un échec politique évident, voire d'un échec cuisant. Il n'était pas nécessaire de multiplier les analyses pour s'en rendre compte. Entre les pénuries de munitions, l'échec du renversement du gouvernement, l'absence de révolution interne et l'impossibilité de pousser l'Iran à renoncer à son uranium enrichi, les signes étaient visibles dès les premières 24 heures pour ceux qui observaient attentivement la scène. L'opération de Trump reposait sur l'idée d'une victoire rapide. Trump voulait conclure en quelques jours cette guerre en multipliant les frappes dès les premières 96 heures, convaincu que la pression militaire provoquerait un effondrement interne et une chute du gouvernement. Trump misait sur un scénario, une opération éclair comme au Venezuela où l'élimination des dirigeants iraniens, y compris du guide suprême, suffirait à briser la résilience de la cohésion sociale. Mais ce scénario n'a pas fonctionné. Le gouvernement n'a pas chuté. La dynamique interne ne s'est pas retournée et la stratégie initiale s'est enlisée. Plus de 50 jours de guerre, je suis désolé, ce n'est pas un choix stratégique de Trump, mais la conséquence directe de ce qui n'a pas abouti sur le terrain. Il n'avait aucun objectif, aucune vision, rien. Il s'est lancé dans quelque chose qu'on lui a imposé. On observe également des tensions internes et des départs au sein de son administration, tandis que plusieurs voix des MAGA évoquent plutôt la nécessité de trouver une sortie politique ou un compromis. Tout ce qui reste, ce sont des déclarations spectaculaires du type « On va bombarder l'Iran sans accord, on a détruit leur marine. » Ils n'ont plus de dirigeants, mais c'est lui qui négocie et refuse de traverser le détroit. Mais bon, les déclarations de Trump restent surtout des discours destinés à l'opinion et à ceux qui consomment cette propagande sans recul critique. Après tout, le menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. On écoute. Les Iraniens, de leur côté, ont immédiatement réagi en publiant une carte de cibles potentielles. La voici, cette carte, elle a été donc diffusée dans la télévision d'État iranienne, avec cette liste de cibles dans les pays arabes voisins qui seraient potentiellement directement visées. En Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite qui pourrait être particulièrement ciblée, notamment avec ce pipeline qui traverse le pays d'est en ouest et qui permet d'exporter du brut via la mer Rouge. On a appris également il y a quelques jours que l'Iran menaçait de fermer le détroit de Bab el-Mandeb, situé justement à l'entrée de cette mer Rouge. Alors ce ne serait pas l'Iran directement, mais plutôt leur proxy, c'est-à-dire les Houthis du Yémen qui contrôlent une partie du littoral. Ils sont armés, ils ont la possibilité de le faire. Donc imaginez si les Iraniens fermaient ce détroit, plus des frappes ciblées sur les différentes installations énergétiques, évidemment le prix du baril de brut augmenterait subitement et ce serait forcément une mauvaise nouvelle pour l'ensemble de l'économie mondiale. Ce sont des cibles pétrolières, gazières, chimiques, des usines de dessalement, c'est cela? Oui, bien sûr, mais en fait, c'est un peu aussi une réponse aux menaces, notamment aux menaces américaines. Quand Donald Trump dit, voilà, on va détruire toute l'infrastructure énergétique du pays sans même... Si l'Iran frappait l'ensemble de ces zones stratégiques indiquées sur la carte, alors là, mesdames et messieurs, l'impact sur l'énergie mondiale, l'économie et l'équilibre géopolitique serait potentiellement dévastateur. Ces infrastructures comptent parmi les plus sensibles du Golfe Persique. Prenons quelques exemples. Burgan, au Koweït, est l'un des plus vastes champs pétrolifères au monde et constitue un pilier de la production nationale. Safaniya en Arabie Saoudite est le plus grand champ offshore existant.
Abqaiq, en Arabie Saoudite, représente la plus grande installation de stabilisation de brut à l'échelle mondiale, tandis que Kures est un autre gisement majeur saoudien. Je compte même pas les autres. Si nous restons focus sur les cibles iraniennes, à eux seuls, ces sites concentrent une part considérable de la production et des exportations d'hydrocarbures de la région. Juste quelques drones suffiraient à désorganiser profondément l'offre énergétique mondiale. Trump ne sait vraiment pas ce qu'il fait. Et beaucoup de médias américains, ses proches, et ceux qui l'ont soutenu le disent, sauf ceux qui le soutiennent aveuglément et se couchent. Parler d'une victoire américaine en se basant uniquement sur la puissance nucléaire des États-Unis, c'est une analyse biaisée qui n'a aucun sens. Ils n'ont même pas atteint un seul objectif. L'Iran, lui, montre qu'une puissance nucléaire peut aussi être mise en difficulté dans une guerre asymétrique. C'est quand même puissant, hein. Il faut respecter quand même l'Iran à ce stade. Il y a d'autres pays à la place de l'Iran qui n'auraient même pas tenu une heure. C'est une agence de presse iranienne qui dit aujourd'hui, Raphaël, nous pourrions peut-être envisager de couper les câbles sous-marins, ceux qui sont donc dans les eaux du Golfe Persique, ce sont les câbles d'Internet, notamment. Quelle est la menace ? Alors déjà, il faut revenir sur ce que c'est que ces câbles sous-marins. Ils connectent en fait littéralement le monde entier à Internet. Très concrètement, c'est des gros tuyaux avec de la fibre optique à l'intérieur, comme ce qui arrive chez vous sur votre box. Vous voyez un petit peu le maillage mondial de ces câbles sous-marins. Il y en a 500 dans le monde. Pour vous donner une petite idée, il y a 1,5 million de kilomètres de câbles sous-marins partout dans le monde. Et puis après, si on zoome sur le détroit d'Ormuz, on a à peu près vraiment sur ce goulet d'étranglement-là une dizaine de câbles et un petit peu plus, même une vingtaine dans le golfe d'Oman. C'est déjà arrivé sur Terre qu'on coupe des câbles ? C'est déjà arrivé, déjà il y a des accidents et puis il y a des sabotages. Bien sûr, dit Bernard Guetta, mais je posais la question à Raphaël Grabli. C'est ce que j'allais dire dans la mer Baltique. Il y a 3 semaines, j'ai fait une vidéo ici et je posais une question simple. Dans le pire des cas, que se passerait-il si l'Iran coupait les câbles Internet sous-marins et bloquait le détroit de Bab el-Mandeb? Ce qui m'a surpris, c'est de voir des gens me répondre en parlant de Starlink, alors qu'il faut être clair. Un seul câble sous-marin moderne, je dis bien un seul câble, peut transporter plus de données que toute la constellation Starlink réunie. Le Golfe dépend fortement de ces câbles pour Internet, services cloud, finance et IA. L'impact est moins global que Bab el-Mandeb, car le trafic n'est pas un transit massif Europe-Asie à Hormuz, mais plutôt local au Golfe. L'Iran lui-même dépend moins de ces câbles. Il y a des connexions alternatives via la Turquie ou terrestre. Par contre, Bab el-Mandeb, c'est l'artère mondiale. En cas d'attaque, les réparations seront très longues et coûteuses. D'ailleurs, aucun navire de réparation ne peut opérer en zone de conflit. Ce ne sera pas une fin d'Internet, mais une dégradation qui pourrait durer des mois et coûter des milliards de dollars. Et je vous l'ai dit, les Iraniens sont prêts à tout, car pour eux, c'est une guerre existentielle. S'ils doivent bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, ils le feront à coup sûr. Ça, c'est certain.